De retour en studio, toujours avec Stéphane Druard, mais surtout avec Maxime Gentius, gymnaste belge. Alors comment ça va Maxime? Très bien, très bien. Heureux d'être ici? Bah oui, hein, quand on a l'occasion de parler un peu de gymnastique, ça fait toujours plaisir. Alors justement, en parlant de gymnastique, qui est Maxime Gentius en 2 mots? Je suis donc gymnaste de haut niveau, sous contrat avec l'ADEP, c'est-à-dire que je suis financé pour faire mon sport par la Fédération Wallonie-Bruxelles. Je suis originaire de Malmedy, mais maintenant depuis l'âge de 14 ans, je pense, je m'entraîne au CHN à Mons, donc le centre de haut niveau qui regroupe les meilleurs gymnastes de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Et justement, Stéphane, on aura beaucoup sur ce plateau d'athlètes qui viennent de l'ADEPS. Oui, c'est une occasion de vous mettre en exergue, parce que la gym, malheureusement, c'est quand même pas une discipline qui est très médiatisée. Oui, c'est vrai, c'est un petit peu dommage. Elle est très suivie lors des Jeux Olympiques. Je pense que c'est un des sports qui est le plus visionné. Maintenant, c'est vrai que, on va dire, en temps normal, c'est pas le sport qui est le plus médiatisé. Et pourtant, on a des grands champions. Vous évoquez les Jeux, évidemment, c'est l'image de Nina Derwaal. Mais si vous êtes ici, c'est parce qu'il y a eu récemment un résultat assez extraordinaire. Première médaille d'or, c'est ça? Oui, c'est ça, lors d'une Coupe du Monde. Donc à la barre fixe, j'ai remporté la médaille d'or ici récemment avec une belle note de 13,8 en note finale. Et justement, on va regarder les images de cette finale. Racontez-nous un petit peu comment vous vous sentiez justement avant de cette finale. Vous étiez 3e, je le sais, en qualification. Oui, c'est ça. Donc je savais que j'avais quelque chose à jouer parce que voilà, comme j'étais 3e en qualification, maintenant j'avais pas mal d'ambition et je voulais aller chercher la médaille d'or. Et du coup, j'ai encore augmenté mon niveau de difficulté lors de cette finale en prenant le maximum de risques. Et ça a payé. Donc, c'est la marque des grands champions, ça, justement, d'augmenter son niveau de difficulté. Oui, c'est sûr, mais c'était aussi une qualification pour les championnats du monde. Et du coup, j'avais l'occasion de me qualifier via cette Coupe du Monde, mais je devais légèrement augmenter mon niveau de difficulté pour faire les minima. Ce que j'ai réalisé, donc c'était vraiment la journée parfaite pour moi. Maxime, aidez-nous quand même à comprendre un petit peu mieux la discipline. Vous parlez de Coupe du Monde, ce sont des tournois internationaux et vous parlez de qualification pour les championnats du monde, donc il y a un vrai enjeu. Comment situer ces tournois? C'est un petit peu particulier dans notre sport, on va dire que c'est un petit peu comme s'il y avait des grands chelems durant l'année, comme au tennis. Donc il y a plus ou moins, je dirais, 4-5 Coupes du Monde à l'année. Et par contre, il y a un seul championnat du monde où là, c'est vraiment l'événement majeur de la saison. D'accord. Les championnats du monde, c'est pour bientôt ça alors? Oui, c'est ça. Donc c'est le mois prochain et c'est aussi au Japon. Donc ça me tenait vraiment à cœur d'y participer parce que le Japon, c'est un petit peu... comme le Brésil pour le football, c'est vraiment les racines de la gymnastique, donc c'est quelque chose de vraiment particulier pour moi. Oui, et dans la foulée des Jeux, on imagine que ça a un parfum encore un petit peu plus. Oui, c'est ça. J'étais évidemment un petit peu déçu de louper les Jeux Olympiques, de ne pas y participer, mais ici c'est comme un petit peu une récompense malgré le fait que je n'étais pas à Tokyo en 2021. Et cette victoire, justement, en Slovénie, vous l'avez fêtée avec votre frère, Gilles, qui est votre coach. Il est très, très important. C'est un duo très complémentaire. Oui, c'est ça. Donc, on se connaît parfaitement, évidemment, vu qu'on est frères. D'abord, on était ensemble en équipe nationale parce que lui aussi a été athlète de haut niveau. Et maintenant, il est passé de l'autre côté. Et ça fait, je pense, 3-4 ans que c'est devenu mon coach. Et ça se passe plutôt bien. Je pense que l'entente... Pas de conflit? Non, non, allez, on va dire que on se connaît par cœur, donc l'avantage c'est qu'on sait très bien faire la part des choses quand on est dans l'entraînement ou en dehors. Par exemple en réunion de famille, on va pas commencer à reparler des entraînements ou quoi que ce soit. Donc ça, on a vraiment bien réussi à gérer. Après, j'ai quand même pas mal de liberté aussi parce que je commence à avoir pas mal d'expérience, etc. Donc, et comme il me connaît, il sait que je suis assez professionnel, etc. Donc il n'est pas non plus toujours sur mon dos, etc. Donc ça se passe vraiment bien. Ça veut dire que c'est une histoire de famille, la gym? Oui, ma sœur, j'ai une grande sœur aussi. Elle avait débuté au gym club de Malmedy. Et puis après, petit à petit, nous, on a un peu suivi. On a touché à d'autres sports aussi, mais c'est vrai que j'ai eu l'avantage d'avoir une grande sœur puis un grand frère qui ont touché à ce sport et qui m'ont donné le goût et aussi le goût du haut niveau.
l'agrès préféré? On vous a vu au bar fixe, ça veut dire que c'est votre agrès préféré? À la barre fixe, pardon. Ouais. Mon agrès préféré, peut-être à entraîner, c'est la barre fixe. Maintenant, là où je suis le meilleur, c'est au cheval d'arçon. Donc c'est vrai que c'était un petit peu une surprise d'obtenir la médaille d'or à la barre fixe, alors que dans ma tête, avant cette Coupe du Monde, j'allais plutôt chercher la médaille d'or au cheval d'arçon. Mais lors des qualifications, j'ai fait une petite erreur qui m'a coûté la finale à cet agrès. Et du coup, je me suis focalisé à 100% sur la barre fixe. Et ça veut dire que les championnats du monde, ce sera à la barre fixe uniquement? Non, en fait on a eu une deuxième sélection ici le week-end dernier à Rotterdam, où là j'ai réussi ma série au cheval d'arçon et j'ai obtenu un très haut score de 15,05 et donc j'ai aussi obtenu ma qualification pour les championnats du monde à cet agrès. D'accord. Allez, parlons de choses un petit peu moins réjouissantes évidemment avec cette non-sélection pour les JO de Tokyo. Comment vous l'avez vécu justement cette non-sélection? C'était un petit peu difficile, puis la particularité de notre sport, c'est que les qualifications se déroulent déjà à la base un an à l'avance, donc ça reflète pas toujours le niveau qu'il y a aux Jeux Olympiques, parce que c'est pas parce qu'on est bon en 2019 qu'on est très bon en 2020. Et ici avec le Covid, vu que c'était encore décalé d'un an, c'était 2 ans plus tard, donc je pense que si les sélections avaient lieu maintenant, je ferais partie des athlètes envoyés aux Jeux Olympiques. Malheureusement en 2019, j'étais pas à mon top niveau. Et donc j'ai pas réussi à me qualifier, donc forcément un petit peu déçu. L'objectif numéro 1 maintenant évidemment c'est Paris 2024, vous ne pensez qu'à ça? Oui, c'est sûr, et même je pense depuis déjà pas mal de temps maintenant, au lendemain de la qualification pour les Jeux, on n'a pas réussi à envoyer d'athlètes du côté masculin. Moi directement, je me suis posé les bonnes questions, on a fait un plan, etc. Et depuis lors, je suis axé sur Paris 2024 et j'ai même un petit avantage, je dirais, sur les autres, parce que les athlètes qui ont préparé les Jeux 2020 d'abord, puis 2021, ils ont vu un petit peu leur entraînement sur le court terme, tandis que moi j'ai pu planifier déjà ma préparation pour 2024, et donc j'ai un petit peu une longueur d'avance sur les autres athlètes. 2024, on l'a dit, vous avez 26 ans, vous aurez 29 ans à Paris. On a l'impression que c'est un petit peu tard. C'est pas le cas chez les gymnastes masculins? En fait, déjà du côté masculin, les carrières s'étendent beaucoup plus longtemps que du côté féminin. Et en plus, maintenant, avec l'évolution des agrès, etc., qui sont beaucoup moins contraignants pour le corps, les athlètes arrivent à aller encore plus loin, enfin à performer encore plus âgés. À la base, je dirais que le pic de forme, c'est aux alentours de 25 à 27 ans. On y est, quoi. Oui, voilà. Moi, je suis vraiment dans la bonne tranche d'âge. Mais c'est vrai que je ne sais pas si je vais encore réussir à augmenter mon niveau de difficulté après 27 ans. Mais je pense que je serai à un niveau encore à 29 ans où je serai vraiment dans l'idéal pour aller chercher peut-être un résultat à Paris. On a évoqué les Jeux, peut-être votre regard, évidemment l'image du côté belge, c'est la médaille d'or de Nina Derwaal. Votre regard peut-être sur ces Jeux en ce qui concerne la gymnastique? Pour moi, j'étais derrière ma télé, j'étais comme un fou. Je veux dire, je la côtoie quand même assez souvent, on est quand même souvent en stage à Gand, et même avec les filles, etc. Donc c'est quelqu'un déjà d'extraordinaire, donc j'étais vraiment content pour la personne parce que je trouve qu'elle le mérite, et je vois au quotidien aussi comment elle s'entraîne, comment elle est professionnelle, etc. Même si elle paraît toujours très souriante, etc. et qu'elle a l'air très cool, il faut pas croire, c'est quelqu'un de vraiment très pro. Donc j'étais vraiment très contente pour elle, et puis aussi pour la Belgique. Je pense que ça a mis notre sport un petit peu en lumière, et donc c'est que du positif pour nous. Leader flamande côté féminin, leader wallon alors côté masculin, c'est comme ça qu'on peut voir les choses? Disons que maintenant je suis l'athlète qui est le plus de sélection, etc. Mais on a une bonne jeune génération qui arrive à maturité, et donc j'espère qu'on pourra faire quelque chose de grand en équipe et envoyer une équipe lors des Jeux Olympiques de Paris 2024. Ça, c'est l'objectif, c'est d'envoyer une équipe plutôt que des athlètes individuels. Oui, c'est vrai que la gym, c'est un sport individuel, mais je pense que partager un événement comme des Jeux Olympiques, c'est toujours plus enrichissant de le faire avec ses copains d'entraînement, avec les gens avec qui on a galéré pendant toutes ces sélections, et d'envoyer une équipe, ça veut dire qu'on peut partager cet événement, et donc pour moi, c'est ce qui me plairait le plus. Maxime, si je vous dis fracture du nez, qu'est-ce que ça vous évoque? La galère peut-être. La galère. Un mauvais souvenir. Une année galère, 2020. Oui,
Disons que 2019 et puis le début 2020, il y a déjà eu le Covid, etc. Donc c'était déjà assez dur psychologiquement. Après, moi, j'ai eu vraiment comme exitoire l'entraînement. Je me suis plongé à 100% dans ma carrière de sportif de haut niveau. Et donc, j'ai eu cette chance de pouvoir continuer à m'entraîner. Et puis, juste au moment où on pouvait espérer reprendre la compétition, je fais une mauvaise chute à l'entraînement et je me fracture le nez avec déplacement, etc. Ce qui veut dire opération. Et donc ça a encore repoussé un petit peu mon retour à la compétition, en tout cas mon retour à la compétition en plein état de forme. Et dans cette période, justement, est-ce que l'ADEPS vous a aidé quotidiennement? Oui, l'ADEPS, c'est vraiment une aide invisible parce que elle nous soutient déjà d'une part financièrement, mais c'est pas que ça. C'est aussi nous donner la possibilité d'avoir des préparateurs mentaux, des préparateurs physiques, des diététiciens qui nous entourent, etc. Et aussi le fait de se sentir soutenu, alors que durant l'année 2020, on n'a pas vraiment eu de résultats, étant donné que il n'y avait pas de compétition, donc c'était un petit peu difficile de faire des résultats. Mais pourtant, ils ont prolongé mon contrat, et donc c'était vraiment un soutien mental important pour moi. Alors, il n'y a pas eu que des galères durant cette année 2020. Comme vous dites, vous avez redoublé d'ardeur à l'entraînement. Et pas qu'à l'entraînement, il y a aussi le côté études, puisque vous mêlez les deux. J'imagine que l'ADEPS est très importante à ce niveau-là aussi. On a mis en exergue quand même votre diplôme. On l'a ici... En 2020. Oui, c'est ça. Donc... allez, moi, c'est assez bien tombé parce que, je veux dire, le Covid, parce que... Allez, j'ai pu terminer mon mémoire et il me restait plus que ça à devoir présenter pour le mois de juin. Donc j'ai pu me concentrer aussi à fond dans l'entraînement et aussi à fond dans l'écriture de mon mémoire, qui s'est très bien passé. Donc maintenant je suis diplômé de l'université de Mons en ingénieur de gestion. Donc voilà. Et le mémoire traitait de du financement du sport de haut niveau en Fédération Wallonie-Bruxelles, justement. Oula, ça appelle peut-être une future reconversion, ça. Disons que c'était intéressant, et surtout la partie où je pouvais un petit peu amener ma partie personnelle. Je veux dire, tout ce qui concernait les aides qui sont déjà actuellement mises en place, je le connaissais déjà assez bien. Maintenant, de pouvoir avoir un regard personnel sur la question, c'est vrai que c'était assez enrichissant. Maxime, bravo tout d'abord, mais lors d'une interview vous avez dit « Je ne sais pas si je referais ce parcours ». C'était vraiment trop dur pour vous, études et gymnaste de haut niveau? Je ne dirais pas que c'était trop dur, mais je ne suis pas certain que c'était le chemin le plus rapide pour arriver là où j'en suis. C'est-à-dire que je ne pense pas que ce soit toujours forcément l'idéal de se mélanger dans deux projets d'envergure. Parce que des études universitaires, c'est quelque chose qui demande du temps. Et si on veut bien les faire, c'est aussi tout ce qu'il y a autour de l'université. C'est pouvoir aller à des conférences. C'est aussi là où on se fait son réseau pour son avenir. Et ça, c'était compliqué, évidemment. Et donc, forcément, quand on s'entraîne à côté de ses études 30 heures par semaine, c'est difficile justement de bénéficier de tous les avantages qui sont offerts par les universités en Wallonie. On voulait mettre en exergue, Baptiste, aussi une activité qui vous a occupé pendant cette année 2020, c'est la création, je ne sais pas si c'est à ce moment-là qu'elle a été créée, mais vous avez une chaîne YouTube sur laquelle vous avez été quand même assez actif. Hein. Oui, donc c'était... il fallait trouver aussi des occupations un peu différentes. Et on a une vidéo, où... Donc ça, c'était justement en partenariat avec l'université. Vous donniez des leçons, des leçons à vos élèves, on a envie de dire. En fait, c'est l'université qui m'avait contacté pour... comme les gens étaient cloisonnés chez eux, elle m'avait demandé si je pouvais pas réaliser quelques vidéos pour distribuer aux élèves, pour peut-être les motiver à faire un petit peu d'activité physique. Donc évidemment, j'ai accepté ce challenge. Ça reste accessible, hein, rassurez-nous, les exercices. On ne dit pas qu'ils sont nécessairement très faciles non plus. Vous avez parlé sur cette chaîne aussi beaucoup d'alimentation, parce que c'est quelque chose qui vous tient particulièrement à cœur et qui est essentiel à votre discipline en particulier. Oui, c'est quelque chose qui me tient à cœur en dehors de mon sport, mais c'est vrai que par la gymnastique, j'ai été amené très tôt à m'intéresser à ce sujet. C'est quelque chose auquel je suis très sensible, on va dire. Et du coup, je voulais un petit peu partager ce que j'avais pu apprendre à travers ma carrière, etc. Parce que je pense que
l'alimentation elle est assez négligée dans le commun des mortels. Et du coup, si je pouvais partager un petit peu ça avec une petite Et c'est dur communauté. justement d'être assidu à ce niveau-là, toujours bien manger en permanence. C'est dur au départ, surtout quand on apprend, on fait aussi pas mal d'erreurs, on est parfois un petit peu de l'autre côté trop drastique. Je pense qu'il faut trouver un juste milieu, savoir quand on peut se permettre des petits excès, mais et surtout garder une ligne de conduite qui est assez saine. On vient de voir justement, on a vu les vidéos YouTube, mais là on vient de voir les workouts de Maxime Guentius. Ça c'est vraiment impressionnant. Mais moi la question que j'ai envie de vous poser, est-ce que vous avez des ostéos, des kinés pour vérifier tout cela, parce que c'est assez impressionnant. Oui, donc moi je m'entraîne, comme je le disais au départ, au centre de haut niveau à Mons. Et là on est vraiment très bien encadré, on a une équipe de kinés qui est là quotidiennement parce que voilà, on fait du sport de haut niveau, on met nos corps aussi toujours un petit peu à la limite, et donc parfois on la dépasse un petit peu et on a du soutien à ce niveau-là. Mais vous n'avez pas peur, par exemple, à 40, 50 ans, d'avoir des gros problèmes de dos ou Non, je pense que justement, surtout en Fédération Wallonie-Bruxelles, c'est quelque chose où on nous sensibilise assez jeunes. C'est de dire, c'est bien de faire de la performance, mais ça ne doit pas être au détriment de la vie qui suit la vie d'athlète de haut niveau. Et donc, c'est peut-être pour ça que dans certains pays, ils arrivent à performer dès l'âge de 21 ans, mais ils ont enchaîné peut-être des 40-50 heures par semaine depuis l'âge de 8 ans, ce qui n'est pas notre cas en Belgique. Et personnellement, je trouve que c'est pour un mieux, mais voilà. Ah oui, c'est l'intégrité physique, c'est évidemment essentiel de pouvoir oui, il y a une vie après l'athlète de haut niveau. Donc. Même si ce qu'on souhaite et ce qu'on vous souhaite, c'est de la vivre pleinement actuellement, cette vie de sportif, puisque si on comprend bien, les échéances les plus importantes, elles arrivent. Oui, c'est ça. Donc moi là, je pense vraiment être arrivé au pic de ma forme. Et donc voilà, je pense que les prochaines années sont les bonnes, enfin j'espère en tout cas, je croise les doigts. Allez Maxime, on a été un petit peu fouillé sur vos réseaux sociaux et donc on va faire notre page consacrée à nos réseaux sociaux avec une première photo de vous. Regardez cette souplesse, elle va arriver, cette photo, et on l'a comparée à un grand sportif. Justement, on parlait de tennis en début d'émission. Novak Djokovic avec Nina Derwaal, est-ce que vous êtes plus souple que Novak Djokovic ? Ben, on imagine que oui. J'ai jamais fait un concours avec lui, mais je pense que la gymnastique, on doit être un peu plus souple qu'au tennis. Il y a la souplesse et il y a la force physique qui est déterminante, évidemment, avec un corps qui est très très impressionnant. Autre photo très intéressante. Et on l'a comparé à un autre grand sportif. Celui-ci, vous allez évidemment le connaître. Le voilà. Est-ce que vous êtes plus musclé que Cristiano Ronaldo ? Je sais pas. Alors, si je suis plus musclé que lui, ça reste un athlète très impressionnant. Après, je le montre peut-être un petit peu moins que lui. Mais en tout cas, je pense qu'au niveau du bas du corps, il est certainement plus développé que les gymnastes. Mais c'est vrai que dans notre sport, on sollicite beaucoup le haut du corps. Donc, Et vous avez dit 30 heures d'entraînement par semaine. Comment ça se concrétise, ces 30 heures, justement ? En fait, pour la plupart des gymnastes, c'est un entraînement bi-quotidien. Ça veut dire qu'on a une séance le matin et une séance en fin de journée. Et donc, c'est 3 heures le matin et 3 heures le soir. Donc, avec un mercredi et un samedi où c'est juste un entraînement, mais au total de la semaine, ça fait 30 heures. C'est pas sans risque, hein. On va le voir directement. D'entraînement, on n'est pas à l'abri d'un crash, on l'appelle ici, mais d'une chute, c'est tout aussi impressionnant. Oui, c'est sûr que c'est un sport où il y a une part de risque. Le risque de blessure, il est constamment présent. On est quand même envoyé à 4 mètres de hauteur à certains moments. Donc évidemment, on peut toujours arriver dans une mauvaise position, etc. Maintenant, on a appris depuis le plus jeune âge à tomber correctement. Et donc même si parfois les chutes sont impressionnantes, entre nous, entre gymnastes, on sait que le risque il est quand même réduit vis-à-vis... au vu de l'ampleur de la chute, par exemple. Vous êtes blessé, hein, on peut le voir au genou, vous êtes TP. C'est la dernière compétition ? Oui, en fait, c'est lors de la finale à Copper, où j'ai justement remporté la médaille d'or. J'ai terminé ma série avec une nouvelle sortie, donc, qui était un triple salto. C'est un des éléments les plus difficiles en gymnastique. Et donc,
lors de l'atterrissage, j'ai senti que quelque chose s'était passé dans mon genou. Après, je voulais absolument pas lâcher, donc j'aurais pu tomber, je pense, et ça se serait peut-être un petit peu mieux passé. Mais avec l'adrénaline, etc., je me suis donné à fond. Et malheureusement, je me suis rupturé, j'ai fait une rupture du ménisque, mais assez bien situé, donc j'ai encore de la chance dans ma malchance et normalement ça ne devrait pas nécessiter d'intervention supplémentaire. D'accord. Allez, dernière vidéo sur Emma Messmann. Est-ce que vous connaissez Emma Messmann, la basketteuse de notre équipe de basket, les Belgian Cats? Figurez-vous que c'est la première basketteuse féminine à être dans une vidéo pour la marque Nike. Première basketteuse européenne. Européenne, ouais, exactement, parce qu'il y avait les américaines évidemment que l'on oublie. Oui, c'était un clip qui était tourné chez elle à Ypres, juste avant l'été ultra chargé avec l'Euro et les Jeux. C'est quand même un honneur. Sa maman qui était internationale belge aussi, Sonia Tancré, voilà, on la voit ici à l'image. Ah, c'est une vidéo touchante, c'est clair. Voilà, allez consulter. Et puis c'est aussi une vidéo qui atteste, témoigne du nouveau statut d'Emma Messmann, qui devient une athlète planétaire, internationale. Pour que Nike lui consacre comme ça un clip publicitaire, c'est une énorme reconnaissance. On sait qu'Emma Messmann, elle est très investie aussi dans les causes sociales, dans le combat pour l'égalité des races aussi aux États-Unis. Et donc voilà, on a une vraie star à l'égal de LeBron James ou d'Antetokounmpo. Exactement, et on a envie de vous demander, vous, est-ce que vous êtes sponsorisé? Non, malheureusement, j'ai un petit sponsor pour tout ce qui est compléments alimentaires, etc., donc qui est Foodspring. Mais je veux dire, on peut pas vraiment parler d'un contrat de sponsoring comme dans les sports plus médiatisés comme le football ou quoi que ce soit. C'est juste que j'ai des avantages lorsque je veux utiliser, parce que je suis moi-même, j'utilise ces produits et donc j'ai des avantages, mais on peut pas vraiment dire que je sois sponsorisé. Mais vous rêvez d'être dans une pub pour Nike ou Adidas par exemple? Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est un rêve réalisable? Oui, par exemple en Grande-Bretagne où la gymnastique est beaucoup plus médiatisée que par chez nous, on a Max Whitlock, donc, qui est lui champion olympique ici dernièrement à Tokyo, qui lui fait des pubs pour Adidas, etc. Donc c'est possible maintenant. De là à dire que c'est un rêve, c'est pas vraiment ce qui me motive au quotidien. L'appel est lancé, hein? L'appel est lancé. Allez, on va terminer cette émission par Jean-Michel Sèvres. Jean-Michel Sèvres que tout le monde connaît. Il a été élu président du COIB. On voit, il était ému, hein. Il pensait à son père. Est-ce que c'est un bon choix? Selon vous, le COIB, on le rappelle, hein, c'est le comité olympique et interfédéral belge. Oui, je pense que c'est un bon choix. C'est quelqu'un qui a investi déjà de par sa carrière de sportif de haut niveau depuis très longtemps en Belgique. Il a fait je ne sais pas combien de fois les Jeux Olympiques, donc il connaît bien le terrain. Et puis c'est aussi pas quelqu'un qui est du jour au lendemain arrivé au COIB. Ça fait pas mal de temps qu'il intervient. Moi je me rappelle d'un stage où on avait réuni plusieurs sports à Vittel avec les élites de demain comme ils appelaient ça. Donc j'avais 14-15 ans et il était déjà venu à ce moment-là faire un petit speech pour nous motiver, pour nous apprendre aussi ce que c'était le quotidien du sportif de haut niveau. Donc je pense qu'il a fait toutes les étapes et que maintenant il mérite sa place et que c'est un bon choix. Il succède à Pierre-Olivier Beckers. Allez, avant de prendre congé de vous, on va regarder nos rendez-vous, Stéphane, parce qu'il y en a encore pas mal de rendez-vous pour ce week-end. On va directement passer sur cette page avec de l'IndyCar, du hockey avec Berscott Dragon, le golf, l'Open des Pays-Bas, appelé KLM Open, et puis de la voile. Il y en aura pour tous les goûts. Oui, mais comme chaque fois, c'est le but de notre émission aussi, hein, finalement, c'est de reparcourir ces différentes disciplines. C'était un plaisir pour moi de vous rencontrer et d'apprendre quand même sur la gym artistique masculine qui plus est, on n'en parle pas assez. Merci en tout cas pour l'invitation et c'est toujours sympa de mettre en avant certains sports qui sont un petit peu moins médiatisés. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter, une médaille d'or dans un mois au Japon? Je ne dirai rien, mais je croise les doigts. Allez Stéphane, merci. Maxime, merci. On se quitte en images, évidemment, avec notre séquence devenue mythique. Vue sur vous. Bye bye.